Hello à tous, re-bienvenue. Après la pause déj, j'ai le plaisir d'accueillir encore du très très beau monde autour de cette table. Alors ce talk va s'intituler, le talk show. L'idée c'est qu'on puisse discuter, avoir vos retours toutes et tous à travers l'actualité. Je vais y arriver, j'ai oublié mon café je crois. Donc voilà, et on va commencer tout simplement. Je vais plus me tourner à ma droite car je suis galant. No offense guys. Roxane, pourrais-tu te présenter, s'il te plaît? Et Oui. comment vas-tu? Très bien, merci. Merci pour cette présentation. Roxane, directrice de Station F et depuis peu de temps, un petit peu investisseuse aussi. Et qu'est-ce que fait Station F? Station F, du coup, plus grand campus de start-up au monde à Paris. Et on va bientôt fêter les 5 ans. Olé! Ouais, ça passe vite. Congrats! Thank you. Je passe pardon à toi, Pierre. Super, merci. Bravo pour l'organisation. C'est vraiment un bel événement. Moi, je suis Pierre. Je suis le VP Sales de Lydia depuis le lancement de l'appli. Est-ce que j'ai besoin de présenter Lydia? Ouais, c'est quoi Lydia? C'est quoi Lydia? Lydia, c'est normalement votre. Tu veux que je pitch pour toi? C'est votre futur compte courant. J'aurais pu dire c'est l'appli qui permet d'échanger de l'argent, rembourser tes potes, mais c'était avant ça. Il y a de la crypto aussi, il me semble. Il y a un peu de trading, il y a de la Ouais. crypto, il y a de l'épargne, il y a des prêts, il y a des cagnottes, des services de cagnotte en ligne. Bah, là-bas, c'est quand même l'appli pour les radins qui veulent récupérer de l'argent auprès de leurs Ouais, potes, alors disons-le. ça c'est pas mon pitch. Ouais. Si je devais animer. Moi, j'ai adoré la le ferais pas venue de comme ça. Lydia, je l'ai adopté, c'est dans mon jargon. Donc Ouais. voilà, Mais c'était pour la private Mais joke. t'es pas radin. Passons. Non. Non, je rigole, mais merci Pierre pour t'en cette prie. présentation. Et du coup, j'ai deux Romains. On va commencer Ouais. par le premier, à ma gauche. Ouais, moi c'est Romain Dillet, je suis journaliste chez TechCrunch depuis 10 ans maintenant. Je fête mes 10 ans, Roxane. 10 ans. Ouais, 10 ans de TechCrunch. C'est 3000 quoi, articles. TechCrunch? 3000 articles. TechCrunch, c'est un média où on écrit des articles sur la tech, les startups, tous ces trucs-là, sur Lydia, sur Station F, sur d'autres trucs, quoi. Alright, bah écoute, welcome. Merci. Et notre deuxième Romain. Yes. Et vous écrivez aussi sur Swile. Bah oui, Mm. mais j'avais pas présenté avant que tu te présentes. Merci. Romain Libaud, je suis le CPO de Swile. Et je suis là depuis le premier jour aux côtés de Loïc. J'ai été CMO, CEO et la CPO. Et bientôt sur un nouveau job que je ne connais pas encore, puisqu'on vient de recruter. Je ne veux pas ce job. Donc salut depuis Loïc, 5 hein. ans. Ouais. Coucou à Loïc. Oui, depuis 5 ans. Ok, donc tu étais là à la Ouais, création. je sais pas exactement quel âge on a, je sais pas comment on compte, c'est comme dans un couple, tu sais. Mais là sur LinkedIn, C'est quoi la date? Oui. Ouais, suis je- LinkedIn m'a dit aujourd'hui que ça faisait 5 ans que je bossais chez Swile. Bah, J'ai on l'impression va que ça croire fait 2 LinkedIn, mois. alors. Ouais, Ok. exactement. Donc on a un anniversaire cette année. Très bien, on va Wow. fêter un Bah, peu. écoutez, Joyeux joyeux anniversaire. anniversaire à tous et toutes. Super, merci pour cette intro à tous et toutes, encore une fois. Et là, je vais commencer par toi, Roxane. J'aimerais que tu regardes enfin tes 3 cartes, car je suis sûr que tu ne les connais pas. Super, vas-y Pierre. Tu as- Gros stress, alors, ok. Tu as 3 cartes. Est-ce que tu veux peut-être nous dire déjà qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Tu joues au poker, toi, non? Oh, elle est déçue, je sens. Il n'y a pas j'aime Clubhouse, je suis Et il désolé. n'y a pas Clubhouse, j'aurais bien aimé. Il y a Ecosystem, il y a Hugging Face, il y a The Family. What do you want to talk about? I don't know, ça fait peur là. Bah, de family, non? Mais carrément. Il y a un peu de sélection. Ah oui, 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 il y a eu un Sur les taf en chapeaux amont. Hein. Ouais, très bien, très bien. Bah, on peut parler de The Family, ouais. Ok. Écosystème, ça me paraît trop large. Je suis Tu peux me donner un peu d'accord et plus de- je pourrais t'en parler. Si je te donne un petit peu de billes sur l'écosystème, concrètement, c'est un petit peu savoir ce à quoi s'attendre en France, je parle, par rapport sur les, allez, j'ai même pas envie de dire 2 prochaines années, mais déjà 6 prochains mois. Hugging Face, très belle levée. Très belle levée. Licorne, piquant, je suis désolé, mais moi, quand je vois des articles, on parle d'une boîte américaine et non française, et ça m'embête. C'est Et sur le leur communiqué dernier. de presse, hein, ils mettent New York. Bah, je sais bien, mais c'est le but Avec d'en une parler. bonne partie de l'équipe en France quand même. Je suis quand même Ouais. très gentil, hein. Je te donne Ouais, toutes ouais, les ouais, questions ouais, là. ouais, ok, Donc très bien, The ok, Family, ok. c'est le piquant du Hugging Face piquant. et- ok, très On va bien. parler Vas-y, d'Oussama vas-y. et d'Alice. Alors on Vas-y. parle de qui? On Alice, parle non? de The Family. Alice? Ok. The Family, pour ceux qui ne connaissent pas encore, pour les présenter très rapidement, c'est l'incubateur installé dans le Marais. Je ne sais pas quel âge ils ont, mais ils doivent avoir 5-6 ans. Ils ont accompagné pas mal de boîtes.
Pardon? Un peu plus que ça, date Plus de que ça, 2011 à peu près. Mais c'est Bien toi vu. en plus Bien l'expert vu. si tu En veux fait, nous tu en connais parler, tous les Romain. sujets par cœur. On est tous Tu veux ma animateurs. place, Romain? Non, alors là, sans façon. J'ai dit coupez-moi la parole, ça y est quoi, c'est open mic. Non, très rapidement, The Family, le sujet assez important, c'est que donc ça a été cofondé par Oussama et Alice. Ils ont splitté la Et boîte Nicolas. et Nicolas. Et c'est Nicolas, vrai. ouais, il faut pas oublier. C'est vrai que c'est vrai. Désolé Nicolas. Il fallait un timide dans la bande et c'est tombé sur Nicolas. Oui, c'était pas le plus représenté, mais bon. En tout cas, je crois qu'il y a eu grosse embrouille entre les deux et je crois qu'il y a, comment dire, ouais, il y a un gros sujet, moi, dont j'aimerais parler, c'est, selon toi, donc je ne pense pas que Station F soit dans le même cas, mais aujourd'hui, est-ce que tu serais capable d'expliquer l'échec et quel est forcément pas forcément ton avis à toi, mais potentiellement ce que tu entends de l'écosystème sur comment ça se passe entre Alice et Oussama. Et si j'explique ça, c'est que... ah ouais, j'ai pas dit que c'était Oh là facile. là, c'est un public, gros c'est public. sujet gossip. C'est public. Oussama a posté. répéter, c'est public. Donc Alice attaque en justice Ouais. Oussama ainsi que les autres cofondateurs de The Family. Et Oussama a, on peut le dire, plutôt trash talké sur ses cofondateurs et The Family et comment ils se comportent avec eux. J'aimerais avoir votre vision, non pas en tant que même présidente de Station F, mais plus partie prenante comme vous tous de l'écosystème. Et on commence par toi, Roxane. Super, écoute, sujet super Oh, sympa la que belle patate j'ai chaude. choisi. J'ai Ça choisi te fait moi-même. rigolo. That's cool. Non, en vrai, je pense que j'ai pas entendu beaucoup plus que ce qu'il y a dans les articles. En vrai, je pense que, enfin, exactement comme tu dis, c'était une histoire assez incroyable. Donc déjà, je suis un peu triste pour tout le travail qu'ils ont fait, tout l'écosystème qu'ils ont créé, toute la communauté qu'ils ont animée, avec vraiment des super noms là-dedans. Ouais, et de belles startups qui en sont Des sorties. belles histoires, franchement. C'est aussi des personnes à titre perso avec lesquelles moi j'ai eu des bons échanges dans le passé. Donc quand je lis ça, je suis un peu choquée. J'ai pas eu des échanges avec eux depuis, mais ça fait un moment qu'ils sont un peu sous le radar. Je pense que depuis le Covid, en fait, on voyait que Bah déjà Ils avec étaient le Covid, ils ouais. avaient fait du full remote, ils avaient Exact. lâché leurs super locaux Ouais. dans le Marais. Ouais, bah, du coup, on sentait qu'il y avait quelque chose qui allait être retravaillé, revisité, revu. J'imaginais jamais ça, en vrai. Maintenant, qu'est-ce que les gens disent? En vrai, j'ai entendu les gens dire tout et n'importe quoi. Hein. J'ai entendu les gens hyper positifs, ils ont fait tellement de bien à l'écosystème, c'est eux qui ont monté des choses. Voilà, je pense que c'est vrai. Et il y a des gens qui disent, bah, regarde le passé, par exemple, de Oussama, c'est pas la première fois qu'on voit ça. Et en toute transparence, je sais pas où me positionner. Oussama est quand même accusé, donc dans les grandes lignes, il me semble, de détournement de fonds, hein, concrètement. Oui, après, je pense que dans tout... En fait, j'ai entendu plein d'histoires de cofondateurs, cofondatrices. Ouais. Souvent, les gens viennent me voir, pas forcément que au début, mais aussi à la fin, quand ils se posent des questions, quand ça se passe mal. Et j'ai vu vraiment plein de choses, pas très cool. Ouais. Et ça me fait penser juste à ça. Et tu peux jamais savoir tout ce qui se passe. Peut-être qu'il y a un sujet qui se répète, peut-être pas. On peut pas savoir, en vrai. Ok. Est-ce que, enfin, je pousse un peu la question, mais j'ai presque envie de dire, c'est très communication, c'est le tip of the iceberg. Et en fait, on a découvert toute la partie donc submergée. Est-ce que tout le monde ne fait pas ça au final? Est-ce que les startups, Non, moi, les j'ai incubateurs, j'ai pas de shell compagnie à Hong Kong ou dans les Caïmans. J'ai pas des millions. Ah, ouais, cachés. non, mais ma question est clairement, est-ce qu'on vend pas des paillettes sur LinkedIn alors qu'on sait tous que la réalité est autre et qu'aujourd'hui on parle Ça, de c'est levée de vrai. fonds, de autres. Mais pour revenir sur ce que Roxane disait, je pense qu'elle a raison sur le fait qu'ils ont fait beaucoup de bien à l'écosystème. Mais là où C'est c'est clair. plutôt positif, c'est que finalement l'écosystème s'en remettra très bien de la fin de Family. C'est que l'écosystème il a grandi et que The Family n'est pas le centre du truc par qui tout doit passer, etc. Enfin, Oussama ou Alice ne sont pas devenus les acteurs essentiels de l'écosystème parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas un seul en fait. C'est maintenant des centaines, des milliers de personnes. Bien sûr. Et après, est-ce que tout le monde fait ça? Moi, c'est ce que je dis, c'est que, enfin, on n'est plus en 2012. Fake it until you make it. On Go juste fast fake and it break ou- things, ou je sais pas quoi. Et ça, enfin, je suis désolé, mais j'en vois souvent passer des entrepreneurs qui, en plus, je le vois, ils disent n'importe quoi. Souvent, ça se retourne contre eux parce qu'après, ils donnent un chiffre complètement bidon et ils disent qu'ils ont tant de chiffres d'affaires, qui sont profitables, etc. Et après, ils cherchent à lever de l'argent un an plus tard. Bah, bizarrement, l'investisseur il va dire mais je comprends pas, vous avez pas dit ça dans la presse il y a un an. Donc ça se retourne toujours d'une manière ou d'une autre contre les gens qui veulent être trop fake. Ok. Et je pense qu'il ne faut pas croire la vérité sur la réalité LinkedIn, effectivement. Et c'est pas comme ça qu'on construit des startups, c'est pas sur LinkedIn.
Je crois que tout le monde agree on that. Je renchéris une dernière fois dessus. Là, c'est beaucoup plus émotionnel. On est tous français. Toi aussi, Roxane, il me semble. Ouais, merci. Bravo. Merci. Bienvenue. C'est dur, c'était très dur. Hein. La communauté. Non, très sérieusement, vous n'avez pas, je sais pas, comme un petit pincement au cœur de se dire que The Family a permis en fait l'essor de pas mal de startups, a été un accélérateur mine de rien, et que j'ai peur que dans même 10 ans, si on regarde derrière, on garde cette mauvaise image à cause de, je sais pas si c'est une personne, plusieurs personnes, mais vous l'avez dit vous-même, hein, ils ont fait des belles choses, et donc moi j'aurais bien aimé rester sur cette image. Est-ce qu'on va pas partir sur une mauvaise image? Ce qui est difficile, c'est de se rendre compte qu'il y avait un système qui fonctionnait avant. Il y a un système qui fonctionne depuis qu'ils ont un peu disparu des écrans. On se réinventera en fonctionnant différemment, mais The Family a été un bon moment pour les boîtes qui sont passées par là. Ce qu'il faut surtout se dire, c'est comment tu fais pour que ce truc-là se reproduise pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu mets en place si jamais un écosystème similaire se reconstruit pour éviter à tout prix qu'il y ait... même si on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, on a une idée, éviter que ça se reproduise, et puis surtout éviter que se reproduise la façon dont est traitée l'affaire. Parce que pour moi, c'est aussi important que l'affaire elle-même. Laver son linge sur la place publique. C'est terrible pour eux déjà, c'est terrible pour les deux. C'est terrible pour les boîtes qui ont visé The Family comme étant l'objectif primordial de leur début d'existence. Il faut passer par là, il faut rencontrer ces gens il y a plein de gens très bien, évidemment, comme de partout. Mais je pense que le résultat que tu en donnes de vouloir expliquer, se batailler via post LinkedIn à travers ce même réseau qui a d'ailleurs beaucoup changé, je pense que c'est dommage pour eux et que c'est dommage pour toutes les boîtes qui sont passées par là. Ils se retrouvent presque obligés d'être trempés dans tout ça, d'être mouillés dans tout ça. Surtout qu'il y a des journalistes tech qui sont très compétents aujourd'hui. Voilà, c'était la bataille pour savoir qui aurait l'info en premier. On le savait, moi je le savais une semaine avant que ce soit public. Capital m'a battu de 3 heures. Juste. Bravo Capital, bravo à eux pour avoir sorti cette info en premier. Mais je voyais très bien que le bruit commençait à tourner, à circuler. Et le truc que je comprends pas, c'est pourquoi ils cherchent à s'expliquer directement sur Medium et sur LinkedIn, alors qu'en fait, avec des journalistes qui peuvent aussi bien faire parole contre parole et écouter ce qu'ils ont à dire, pourquoi ils n'ont pas choisi de passer par ce biais-là aussi, qui est un biais beaucoup plus mature finalement. Ils ont attiré beaucoup d'attention sur eux parce qu'ils voulaient créer une grosse communauté et qu'on parle beaucoup d'eux. Ils ont là, énormément communiqué. Là, ça se retourne un peu contre eux parce qu'ils auraient pu être un peu plus... contrôler la communication, justement. Oui, tu vois, un bon journaliste, il va faire son travail de journaliste. Mais je pense pas que leurs avocats leur aient dit de faire ça. Enfin, je pense que... Publiquement. Il y a un sujet égo, je pense aussi. T'as envie, tu refuses d'être sali par l'autre. Je pense que tu es convaincu d'une partie ou de la totalité de ce que tu affirmes. Parfois, tu es un peu blind, tu vois, tu oublies certaines choses des deux côtés. Et qu'à mon avis, comme le dit Romain, tu es à mon avis, à titre perso, si j'étais trempé dans une histoire comme ça, à mon avis, la dernière chose à faire, c'est de vouloir mesurer son audience à travers des posts qui invectivent les uns et les autres. Ce qui s'est passé quand même, c'est que ça a été un sujet de questions-réponses. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui a initié et l'autre qui a voulu rétablir la vérité. Comme d'ailleurs, il y a eu d'autres dossiers sur des journalistes qui ont dit des choses qui avaient l'air un peu déformées de la réalité. Ou après, tu as des gens qui se sentent ciblés, qui répondent, par exemple. Je ne l'ai pas mis dans la carte, on va en parler si tu veux. Que les patates chaudes. Donc après, moi, je trouve que c'est bien que le débat soit ouvert. De cette manière-là, évidemment, je trouve ça assez destructeur, mais pour que l'écosystème et pour que les gens, peut-être plus jeunes, soient plus attentifs, se posent des questions, et pour que justement on ne reproduise pas ces erreurs, il faut que la conversation ait lieu. Il ne faut pas, évidemment, déballer l'inchal en public et faire du fact-checking, etc. Mais je ne veux pas non plus que ça soit traité à huis clos et qu'il y ait une omerta sur ce sujet-là. Je suis d'accord. Les journalistes sont là pour ça. Normalement, il y a un procès, il y a une justice qui se prononce. Et puis après, tu as des gens qui relayent l'info. Ça va mettre des plombs avant qu'on sache vraiment ce qui s'est passé. Mais du coup, tu sais toujours pas. En vrai, tu sais pas. Non, mais après, c'est un sujet plus large sur la justice versus les médias. Mais là, on n'est pas sur des sujets très gros, entre guillemets. Il n'y a pas eu mort d'homme. Il y a peut-être de l'argent qui n'est pas au bon endroit, mais normalement, on est capable de s'avancer, même en tant que journaliste qui a bien fait son boulot.
Moi, j'ai écrit un seul article dessus, donc je n'ai pas écrit un bouquin dessus. Mais en tout cas, il y a moyen de savoir la vérité même avant d'attendre une décision de justice. Et quand on brandit la présomption d'innocence, c'est pour des cas au pénal. Et là, bon, je crois qu'il y a une partie au pénal, mais ça reste quand même des histoires de tribunal de commerce, entre guillemets, quoi. Tu les as interviewés, Romain ? Je leur ai parlé, enfin, j'ai pas eu de réponse. Enfin, bref, Okay. Ils préfèrent déballer en public que. Ça aurait été un kiff pour toi de faire un petit débat, les deux ? Je pense pas qu'ils sont capables de se parler aujourd'hui. Donc leur communication est calculée. Moi, c'est dommage parce que c'est vrai que c'est deux personnes avec qui je parlais beaucoup il y a quelques années, quand The Family avait une importance primordiale dans l'écosystème. Et c'est vrai que depuis ces dernières années, on a beaucoup moins parlé. Donc après, comme je dis toujours, à TechCrunch, on est censé avoir un pied dans l'écosystème et un pied en dehors, en observateur. C'est ce qui nous sépare d'un journal traditionnel qui va avoir les deux pieds en dehors ou de Sifted qui a carrément les deux pieds dedans et qui manque peut-être un peu de regard critique. Et du coup, moi là, peut-être que j'aurais dû mieux garder le contact et mieux suivre aussi ce qui se passait à The Family. On pourrait continuer longtemps, mais on va parler d'un autre sujet. Pierre, tu peux nous tirer déjà nous lire les 3 cartes. Je lis les 3. Clubhouse, Ouais, très bien. Web3 et AgroParisTech. AgroParisTech, très bien, juste pour te donner un petit Très bien. contexte, je ne sais pas si vous avez vu. Yes. Voilà, donc les 10 étudiants qui ont fait, je ne sais pas si c'est une tribune, mais en tout cas lors de leur remise de diplôme, et qui ont fait tout un speech sur vraiment déserter les jobs, disons, qui ont un impact assez négatif et que malheureusement on nous pousse un peu trop à poursuivre en grandes écoles, donc AgroParisTech, école d'ingé. La question qui se posait à travers ça, c'était un petit peu comment attirer ces talents dans la tech avec de l'impact. Mais c'est peut-être pas ça que tu vas choisir. Je sais que Roxane... Non, j'ai pas de préférence. On va choisir avec Roxane. Ça sera The Family. Ce sera Web3. Vas-y, je te chante. Attends, c'est quoi les deux autres? Clubhouse et Web3. Okay. Juste Mais Clubhouse, c'est t'entends quoi par Clubhouse? On parle de l'appli? Ah ouais. Ok. Je vois pas de quoi on pourrait parler. Non, mais c'est juste que ce nom m'est sorti de la tête depuis. Eh ben, c'est justement ça le existe but. toujours. Ouais, ça existe. Écoute, ouais, mais les 3 sujets sont très intéressants. C'est quoi le troisième? Pardon, Web3. Ah oui. Web3. AgroParisTech, c'est large. On peut aborder ce sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, qu'on est tous un peu concernés. Si ça vous dit. AgroParisTech? Ouais, AgroParisTech, allez. Bah déjà, dis-moi, je n'ai pas une question très spécifique. La question un peu plus large, c'est comment attirer nos talents de demain et faire en sorte qu'ils rentrent justement dans des jobs qui ont de l'impact. Est-ce qu'on arrive à faire ça en tech? Je pense, en parlant moi de mes expériences, j'ai commencé à la BNP. En une semaine, j'ai détesté, mais j'ai tenu mes 6 mois de stage. Et direct après, je suis allé en bras droit du CEO dans 2 startups. Je dis pas que tout est rose, mais d'un point de vue impact et d'un point de vue intellectuel, et l'impact que j'avais auprès de ma boîte était hyper important. Comment on peut faire aujourd'hui pour attirer ces talents? Et est-ce que c'est forcément dans la tech? Ou est-ce que c'est des grosses entreprises qui vont changer de direction? Ouais, ce qui est intéressant dans ce sujet de cette performance sur scène, c'est que tu sais pas exactement qui ça touche. Ça a touché en extérieur beaucoup de monde parce qu'évidemment la vidéo est devenue virale et on se sent naturellement à la base tous concernés. Je ne sais pas si la grosse majorité des étudiants qui ont bûché pour arriver, parce qu'il faut travailler pour arriver à décrocher l'une ou l'autre des écoles par concours ou peu importe. Quand tu y arrives et que tu as tout donné, tu peux quand même avoir envie de changer par l'intérieur et donc d'intégrer aussi des grosses boîtes. Donc c'est assez louable parce qu'en fait, ils attirent l'attention d'une façon assez smart. Sur ce point de vue-là, moi, je suis très partagé. Je trouve que l'intention est naturellement très louable. C'est pas la première fois. Il y a d'autres grandes écoles qui avaient fait ça, Centrale notamment. Bien avant, il y a longtemps, il y a 3 ans ou 4 ans. Après, il y a des nuances. L'idée, c'est pas forcément de devenir agriculteur. Et no offense aux agriculteurs, mais je pense qu'on peut avoir de l'impact par d'autres jobs. C'est le rapport du GIEC qui anime les passions et a raison sur tout un tas de sujets. Et ces étudiants-là se disent aujourd'hui, je veux affirmer haut et fort que je ne suis pas prêt à rejoindre des boîtes qui ne matchent pas mes valeurs. Mais c'est assez fair, c'est juste que c'était normalement déjà le cas, c'était déjà le cas avant, et leur intérêt, à mon avis, la vision positive de ce qu'ils ont fait, c'est plutôt de dire que ceux à qui ça parle fassent la même chose que nous, ou remettre en question potentiellement un bon job par rapport à l'impact que ta productivité aura. Il a répondu, je sais que le directeur d'AgroParisTech a fait une réponse. J'ai pas vu la réponse. Non.
Toi non plus. Toi non plus. C'est vous qui répondez aux questions. Des sujets C'est bien pas vous qui préparés. posez des questions. Il y en a beaucoup des sujets. Hein. J'en avais encore d'autres en magasin. On m'a dit c'était too much. Donc, bon. Mais du coup, je suis pas sûr de comprendre le fond de ta pensée. Le fond de ma pensée, c'est que utiliser cette scène pour attirer l'attention et mettre en avant l'équivalence entre le diplôme et le job qu'on trouve est un moyen smart sur le plan de la pure analyse. Je pense simplement que les gens qui ont cette conscience-là, parce qu'on peut aussi ne pas la partager, je pense que libre à chacun d'envisager sa vie comme il l'entend, tant qu'on respecte tout le monde autour de soi, y compris l'endroit dans lequel on vit. Mais en tout cas, je pense que si tu choisis d'être animé par ce type de valeurs-là, tu le fais déjà naturellement au quotidien et que c'est un coup de boost en fait. Tu vois, mais naturellement, si une entreprise ne répond pas aux valeurs qui t'animent, tu vas nécessairement en choisir une autre. Je connais pas votre background à tous, hein, mais je crois pouvoir dire que je suis plus jeune que vous, peut-être de pas beaucoup. Comment ça? No offense. Hein. Non, mais très sérieusement, même moi, je sais pas s'il y avait cette question de valeur, etc. Je l'ai très vite vu, comme je vous dis, au bout d'une semaine chez BNP, j'étais une petite main, je me suis dit c'est mort, je veux pas faire ça. Je suis arrivé à l'EDEC, j'ai eu, je crois, au bout de 2 semaines, un career event avec que des banques d'affaires. J'ai voulu faire du VC, on m'a dit débrouille-toi, et j'étais en master finance. Je suis rentré dans l'entrepreneuriat, dans tout ça. C'est des choses où aujourd'hui j'ai envie de parler avec des gens qui s'y intéressent. On n'intéresse pas du tout les gens à ce genre de job en école. Et là, je peux parler. Qu'est-ce que tu appelles ce genre de job? Des jobs sur lesquels en fait tu vas avoir de l'impact et à la fin de la journée l'idée n'est pas forcément ta fiche de paye ni on a parlé d'ego tout à l'heure, l'idée est de te dire que tu as rendu un travail, tu as délivré, tu as apporté de la valeur à des personnes qui peuvent être tes clients comme d'autres stakeholders dans la chaîne de valeur et te dire ouais je suis en phase avec moi-même et je sais même pas si ces questions-là on se les posait ne serait-ce qu'il y a 10 ans. Parce que, encore une fois, je vous le dis, je suis rentré dans une école, on te lave le cerveau, les 3/4 de mes potes sont à M&A, en banque d'affaires. Non. Mais là, mais est-ce que c'est pas aux écoles de faire ce rôle dans ce cas-là? Le speech, il est un peu différent. Il est sur ton impact social et environnemental. Toi, ce dont tu parles, ton impact, c'est est-ce que tu vois le résultat de ce que tu fais dans une entreprise ou t'es pas genre plus à l'échelle business. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, je pense, je suis convaincu que tout le monde cherche et en quête de sens à minima sur pourquoi je me lève tous les matins et il y a tout un tas de sujets aux US et qui s'expandent un peu partout. Mais là, ce speech qui est clairement, de mon point de vue, du militantisme, il vise à sensibiliser encore plus des gens qui ont des opinions très fortes. Je ne pense pas qu'ils disent aux gens ce qu'ils doivent faire. Je pense que j'ai l'intuition que c'est plutôt un sujet d'ouverture pour dire il y a plein d'options qui sont possibles. Mais le chemin et le gap entre je veux me lever tous les matins pour comprendre l'impact que j'ai dans mon job et je veux avoir un impact positif ou neutre sur l'environnement, il y a un grand écart. Ils font le lien avec leur formation, c'est ça moi qui me gêne juste, c'est que c'est quand même l'école qui les a portés, qui les a formés. Je pense qu'il y a tout un tas de choses qui n'est pas acheté. Et que la scène qui est utilisée, qui est la scène d'AgroParisTech ou comme par le passé la scène de Centrale, etc., a plutôt pour but d'utiliser l'impact que ça a et de remettre en question une partie de la formation que d'avoir réellement tu vois, l'impact final de dire on fait attention à notre empreinte quand on exécute quelque chose au quotidien dans un travail. C'est tourné, comme le dit Romain, dans un état d'esprit plutôt de dire les jobs qu'on nous propose, la fin de l'histoire d'AgroParisTech, ce sont des jobs dans des boîtes qui ne correspondent pas à nos valeurs. Les valeurs de ces 7 personnes-là, en l'occurrence, mais nos valeurs. Tu vois, ça ne remet absolument pas en cause la qualité de la formation, la qualité de l'école en elle-même, qui est là depuis quelques dizaines d'années, et la qualité des gens qui en sont sortis, qui peuvent encore une fois avoir un impact sans forcément prendre le micro. Et puis on a plein d'entrepreneurs qui sortent après, pour moi, c'est un geste politique, tout simplement. C'est un activiste. La politique, on dit que la politique désintéresse les jeunes. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. En fait, c'est juste ça a pris une forme différente. Personne ne va s'encarter dans un parti. En revanche, il y a plein de gens qui veulent défendre des causes, participer à des manifestations pour le climat, ou même dans des groupes plus radicaux comme Extinction Rébellion. C'est d'autres manières de faire de la politique. Et je trouve au contraire qu'ils ont été brillants, super forts, que
ils n'ont pas tellement porté atteinte à AgroParisTech. Au contraire, je dirais que AgroParisTech peut se féliciter d'avoir donné une formation qui a éduqué les gens pour penser par eux-mêmes et prendre leur destin en main et de faire une trajectoire qui n'est pas forcément toute tracée, etc. Et aussi, ce que ça veut dire, c'est que c'est aussi un peu un cri d'alerte. Si on en est rendu à parler sur scène dans ces conditions-là, c'est qu'on a épuisé les voies traditionnelles. Peut-être que la direction d'AgroParisTech n'est pas forcément un interlocuteur facile. Et puis en plus, à cet âge-là, c'est compliqué aussi de remettre en question toute une formation qu'on vient juste de rejoindre et qu'on quitte déjà quelques années après, une fois qu'on a fini. Donc c'est un acte politique qu'il faut féliciter. De toute manière, il y a deux possibilités. Soit on essaie d'agir maintenant pour sauver les choses, soit on sera obligé d'agir parce que ça sera tout pourri le monde dans lequel on vit. Donc moi, j'ai félicité d'avoir ce courage-là. Et j'espère qu'il y en aura d'autres qui le feront. J'espère qu'il y aura même d'autres personnes qui prendront le micro et qui feront bouger les lignes, que ce soit dans les grandes entreprises, dans les écoles, un peu partout. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pas forcément négatif ni pour l'école, ni pour les personnes qui sont montées sur scène. Je comprends que ça peut être vu un peu comme on est un peu... c'est du hijacking. Mais ouais, bon. c'est exactement. C'est un peu du hijacking. Après, je pense que ça montre une tendance beaucoup plus large, qui est qu'aujourd'hui, cette génération, je pense qu'en fait, beaucoup de talents cherchent des choses beaucoup plus en lien avec la société de demain. Et les différentes formations sont censées aussi former les gens pour les métiers et les entreprises de demain. Donc peut-être il y a aussi une opportunité pour une école de proposer ça dans ses formations. Je pense que ça ne serait pas bête. Ou sur le volet éducation de Station F. Yes, it's coming. D'autres personnes veulent si tu élargis, parce que tu as la question des écoles, mais finalement, ça te renvoie à la question de l'écosystème. Bien sûr. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, dans l'écosystème startup et chez les VC, il y a quelques cas particuliers. Je pense à Marie Eklund 2050, mais je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, en fait. Et dans toute la scène early stage, effectivement, il y a beaucoup de questions à se poser. Et j'ai pas l'impression que pour autant, ça soit quelque chose qui soit ancré, systématique, mandatory, quand tu as un projet d'entreprise. Quel qu'il soit, j'en vois de plus en plus. Et je discutais avec Andrea de Gringot. J'ai investi chez leurs concurrents, donc je vais faire de la pub pour les autres. On les a reçus tout à l'heure. C'est passionnant de parler avec des gens comme ça, mais ils sont encore à la marge. C'est pas du tout le standard. C'est le début. Et donc, je pense que tout le monde a un rôle à jouer là-dedans. Nous, par exemple, chez Swile, je trouve qu'on fait pas assez de choses par rapport à ce qu'on pourrait faire. Comme Qu'est-ce que toi, tu aurais aimé mettre en place? Il se trouve que je suis peut-être le plus grand ambassadeur des sujets CSR chez Swile et on vient de recruter une directrice pour tous les sujets de sustainability. Non pas parce qu'on pense qu'il faut que ce soit le job de quelqu'un en particulier et qui va dire bon bah vas-y tiens fais du CSR, mais parce que on doit changer. Que ce soit Loïc ou moi, aujourd'hui on est drivé par la croissance, par tout ce qu'on attend de nous historiquement, mais on doit constamment déconstruire des choses qui sont très ancrées en fait. Et il y a des sujets qui sont faciles pour nous parce que c'est dans notre ADN sur l'impact social par exemple, mais et encore il y a beaucoup de sujets sur la diversité, salary gap, gender, etc. où on peut clairement s'améliorer. Et le sujet écologique, moi je trouve qu'on n'est pas au niveau auquel j'aimerais qu'on soit dans mes convictions personnelles. Et je vois aussi que là, on est bientôt 700 personnes. Je dis aux gens des trucs basiques, attention, si, ça, et il y en a, ils en ont rien à carrer. Et en fait, je me sens pas non plus dans une posture où, parce qu'on est une entreprise, de leur dire le jour où tu passes le pas de la porte chez Swile, en télétravail ou pas, tu dois changer ton comportement et ta posture vis-à-vis de ces questions-là. Donc je m'interroge sur est-ce qu'on a un rôle, au même titre que tout l'écosystème, de, à minima, aider les gens à se poser des questions. Et juste ça, je trouve que déjà, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font.
Ouais. Et je pense que l'écosystème startup doit faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire se fixer des metrics, des KPIs et essayer de les atteindre. Et j'irais même plus loin, lier une partie de la rémunération à ces metrics-là. Une entreprise ou un VC, ça reste voilà, une entité complètement immatérielle qui n'est motivée par pas grand-chose finalement, c'est par l'argent, par la croissance, etc. Donc il faut accompagner ce truc-là. Et comment on force le mouvement d'une entreprise? Je pense que c'est tout simplement aussi, par exemple, pour les employés de Swile, de dire une partie du bonus, c'est aussi peut-être la performance collective en termes d'émissions de CO2 sur l'année. Et peut-être que du coup, il y aura moins de déplacements pro à l'autre bout du monde ou de choses du genre. Je surenchéris juste sur ça. Est-ce que c'est pas, tu parles de metrics, tu as parlé d'être très héroïste, enfin d'aller chercher de l'argent. Est-ce que c'est pas le rôle du VC justement de peut-être pousser les founders vers justement chercher cette quête de ROI sur du CSR et non financier? Oui, il y en a qui le font. Il y a Revaya Capital, Edu Capital. Ils ont des critères, non financiers sur leur portfolio. Et ils donnent la toolbox, la boîte à outils, pour essayer de traquer ces critères, pour essayer de les améliorer et d'avoir, voilà, à l'échelle d'un portfolio, un impact plus positif, en tout cas en aval par rapport à ce qu'il y avait en amont. Et c'est le début, mais ça devrait être la base, en fait. Les VC qui ne font pas cette transition-là aujourd'hui, ils vont être à la rue, quoi. Donc, on est d'accord que c'est vraiment minoritaire. Ouais, tout ce que oui. tu es en train de dire. Enfin, on a parlé de fonds de Marie c'est à la marge. Il n'y en a pas Mais et la ça paraît thèse, elle est encore hyper incroyable. niche. Ouais. Écouter Marie expliquer la thèse de 2050, c'est génial. Et tu as forcément envie d'y croire. Le sujet des VC, moi j'ai l'impression qu'ils sont un jalon, une partie prenante d'une chaîne de valeur qui est quand même assez c'est leur grande. LPs qui leur mettent la pression Exactement. d'aller chercher du Et rendement. donc, moi je pense qu'aussi à un moment donné, aujourd'hui, je ne veux pas du tout me positionner pour être ministre de quoi que ce soit, mais Ils recrutent, il y a énormément d'incentives à l'investissement dans le capital des startups, qui n'est absolument pas conditionné par l'impact qu'elles ont sur l'environnement social ou l'environnement tout court. Et je trouve que c'est dommage, c'est quelque chose d'assez facile. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont la capacité, qui ont envie de redistribuer. On pourrait orienter un petit peu mieux ou un petit peu plus les investissements avec des cadeaux fiscaux, j'en sais rien. Je C'est ça qu'il faut mesurer. Exactement. Ouais. Mais tout le monde a un rôle à jouer, du gouvernement jusqu'au VC. Toute la chaîne, en fait, doit se remettre en question. Bah écoute, j'espère que le gouvernement nous écoute. Salut. On va passer à toi, Romain. Est-ce que tu peux nous tirer une carte, d'ailleurs nous dire lesquelles tu as... Mais arrête de leur montrer. Alors, c'est toi qui lis et tout le monde découvre en même temps. C'est ciblé. Première carte, c'est GIEC. La deuxième, c'est Twitter, mon plus grand péché. Et la troisième, c'est Plant-Based Meat, les viandes à base de végétaux. 6000 viandes, ouais. Qu'est-ce que tu choisis? GIEC, je pense qu'on a beaucoup parlé de ce sujet-là de manière indirecte. Allez, prends la patate chaude. Pas difficile. Allez, Twitter. Twitter, oui. Pourquoi tu dis que c'est ton... Parce que je passe beaucoup trop de temps sur Twitter. Okay. Je pense que la plupart des gens passent leur journée de boulot sur LinkedIn, mais moi je reste... Ok, deux questions très rapides. Twitter. Rachat de Twitter par Elon, mais ça c'est vu et revu, je pense. Ou mais pas. surtout... Ou pas. Ou pas, non, ou pas, c'est vrai, il y a un petit teasing en ce moment. Et surtout, moi, il y a un truc qu'il a annoncé, c'est qu'il voudrait remettre Donald Trump dessus. Donc, il avait été banni à l'époque parce qu'il avait, il avait été accusé d'incitation à la prise d'assaut du Congrès. Donc bon, j'aimerais savoir, c'est quoi ton avis dessus? Et j'ai plein d'avis là-dessus. Notamment parce que j'aimerais aussi que tu lis ça par rapport à la liberté de pensée, d'expression, de parole, voilà. Ouais, bien sûr. En plus, vous avez le droit de rebondir aussi. Sur Elon Musk et Twitter, moi je pense que le rachat il se fera pas déjà. Ça, on peut fermer ce sujet-là. Il cherche vraiment à en sortir. Dis-nous pourquoi tu penses. C'est un troll, tu penses? Ouais, je pense qu'il cherche à se faire mousser. Il cherche à. C'est pas une façon de négocier le prix?
tout simplement? Non, je pense C'est un pas, peu parce qu'on bourrin, négocie pas à la baisse quelque chose qu'on possède. Je trouve que c'est pas une Il me bonne semble stratégie. qu'il avait donné son accord. En J'ai plus, ouais. Il y a une clause. oublié qui son dit nom, que vous s'il l'avez se reçu retire, à la ça fait un station. Ah peu- bah oui, ça va lui coûter de l'argent. C'est quelque- pour ça que. Oui, mais bon, Le c'est quoi, CEO un milliard de Twitter. Oui, oui. Il est plus à un milliard près. Ah oui, et du coup, mais L'ancien. C'était avant. il me semble en tout cas qu'il avait donné son accord. Mais pour toi, ça reste un troll du coup. Moi, ok. j'ai vu passer un emoji caca. Oui, Qui a c'est été vrai. envoyé Il a au- répondu, au- au CEO de For Twitter. real, ok. Et peut-être c'est juste un. Tu fais pas de bon boulot, j'arrive. Non, un caca, ça peut tout et rien dire. Et je pense que Twitter est relativement bien géré depuis quelques années, avec quelques exceptions. En fait, ils ont réussi à retourner la situation. Parce que pendant trop longtemps, c'est une plateforme avec beaucoup de hate speech, beaucoup de harcèlement, on poussait les gens à se suicider. Je pense que il n'y a qu'à demander à Bilal Hassani comment est son Twitter ou son Instagram, il va dire que c'est une expérience horrible. Mhm. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, mais il y a eu un peu de progrès. En termes de modération de contenu. En tout cas, sur ces choses-là, qui sont des propos condamnables par la loi et qui n'ont pas lieu d'être et qui parfois mènent à des plaintes et même des condamnations en justice. Mais très clairement, le problème il est plus large que ça, parce qu'on ne va pas arrêter le hate speech avec quelques plaintes et quelques condamnations. C'est un problème beaucoup plus systémique. Je vous conseille un bouquin qui s'appelle Le business de la haine, qui est un bouquin écrit par Jean-Louis Missica et Henri Verdier, qu'ils ont publié il y a 2 mois, 3 mois, qui est absolument génial et qui décrit un peu... Bon, Jean-Louis Missica étant un expert de l'histoire des médias, les 150 dernières années des médias, mais plus précisément les 10 dernières années et ce qui se passe avec les réseaux sociaux. Et j'ai trouvé ça absolument génial parce que non seulement ils décrivent bien la situation, mais ils donnent les clés pour le futur et comment aborder ces sujets-là. Et je pense que sur la condamnation de Trump de la plateforme, sur le fait qu'il a été banni de la plateforme, j'en ai parlé avec Cédric O d'ailleurs, au détour d'une rencontre, etc. Et j'étais assez d'accord avec lui sur ce sujet-là, pas sur tous les sujets, mais sur ce sujet-là, qui disait que les propos de Trump étaient condamnables. En revanche, de donner autant de pouvoir dans une boîte privée, c'est aussi très inquiétant. On est d'accord. Et du coup, est-ce que Trump a sa place sur Twitter? À la limite, c'est pas tellement ça le sujet, mais comment on fait pour construire des réseaux sociaux ou des places publiques ouvertes, comme dirait Elon Musk, qui sont construites pour garantir le futur de la démocratie? Parce qu'on en est là, en gros, hein, c'est à peu près ça le sujet. Et il y a du progrès au niveau de la réglementation européenne. Et d'ailleurs, j'aurais peut-être dû prendre les deux cartes, la carte GIEC aussi, parce que moi, ce que je trouve bien dans les rapports du GIEC, c'est que ça permet de mettre ces sujets sur la table et de faire se rencontrer des acteurs très différents, des dirigeants, des patrons d'entreprises polluantes, des chercheurs qui bossent sur le changement climatique. Et ben finalement, on est quand même obligé de se parler régulièrement, de faire des points, de mesurer les choses, etc. Moi, je pense qu'il faudrait la même chose sur les réseaux sociaux. Je pense que la réglementation européenne qui va être appliquée d'ici l'année prochaine avec le Digital Services Act, c'est une très bonne chose. Il faut plus de transparence algorithmique, ça c'est sûr. C'est peut-être le seul point sur lequel je suis d'accord avec Elon Musk, dans la vie en général. Et du coup, c'est tant mieux. Mais en fait, Elon Musk ignore aussi la réglementation européenne, donc c'est pas surprenant qu'il ait l'impression d'avoir inventé l'eau tiède, quoi. Il a serré une franche main à notre Thierry Breton national. Oui, Thierry Breton. Il avait l'air de dire ça y est, c'est réglé, quoi. Qui s'est transformé en ambassadeur de l'Europe sur ces questions-là. C'est ce qui est intéressant parce que j'aurais pas parié là-dessus au moment de sa nomination. Ouais. C'est pas le profil le plus tech et le plus branché qu'on puisse trouver. Mais en plus, on le voit. Même Thierry Breton m'a fait rire la semaine dernière parce que il y a tout un débat sur les ports des iPhones parce que l'Union européenne veut imposer des chargeurs USB-C comme il y a sur les téléphones Android. Apple dit mais non, c'est anti-innovation, etc. Et Thierry Breton a dit non, mais vous pouvez mettre votre propre port si vous voulez. Juste, il faudra un deuxième port et ce sera un port USB-C. Et ce qui est marrant, c'est que les Américains l'ont pris au sérieux, alors qu'ils rigolaient très clairement, Thierry Breton. Il sait très bien que Apple ne va jamais mettre 2 ports sur son téléphone. Mais ils ont dit ah mais non, mais c'est n'importe quoi, l'Europe est complètement débile, etc. Ils sont plus habitués à enlever des ports qu'à en Et rajouter. du coup, il est plus fin que ce qu'on pourrait croire, Thierry Breton. Mais bon, pour revenir sur Twitter, il y a un vrai sujet de démocratie, de débat, de harcèlement en ligne. Les solutions qui ont été proposées jusqu'à présent étaient toutes mauvaises, d'interdire certains sujets. Faut pas nommer les sujets. La loi Avia, elle était mal foutue, par exemple. Ok.
où de définir des règles précises, c'est obsolète à partir du moment où on a défini ces règles-là. On l'a vu sur le piratage, par exemple. Ce qu'il faut, c'est fixer un cadre, fixer des rencontres, fixer des garde-fous, que les gens se parlent, se rencontrent et donnent des comptes aussi à des régulateurs, à la société civile, et que tout le monde s'en empare et que le numérique devienne un espace commun à nouveau. Donc plus d'instances internationales qui vont régir ça et moins de pouvoir au privé, donc aux fondateurs Non, pas forcément. En tout cas, c'est pas un moins de pouvoir. Je pense que les entreprises de tech, en fait, seraient très partantes pour ce genre de choses, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il y a beaucoup de jeux de diplomatie derrière les portes fermées, notamment depuis qu'il y a eu le massacre de Christchurch en Nouvelle-Zélande, où un suprémaciste blanc a fait un acte terroriste et a tué plein de gens dans une mosquée. Et ça a beaucoup réveillé l'Union européenne, les régulateurs. Donc c'est pas forcément inventer des nouveaux régulateurs, pas forcément donner plus de pouvoir aux régulateurs, mais c'est aussi décharger la pression des épaules de ces entreprises de tech en leur expliquant ce qu'on attend d'eux et en mettant un cadre qui permet à tout le monde d'être heureux là-dedans, quoi. Vous avez quelque chose à dire? Il a fait le tour. Non, c'est très clair. Non, ce qui est curieux avec la démarche d'Elon, c'est que d'Elon Musk, c'est que tant que tu n'es pas à l'intérieur du truc, c'est assez difficile quand même de creuser le sujet. Quand tu vois ce qui sort dans la presse, à travers des gens comme Romain et autres, c'est que il y a quand même des clauses qui disent que si tu vas pas, déjà il y a une manipulation des marchés qui est quand même assez dangereuse, pour lequel c'est pas son premier coup d'essai. Si jamais c'était le sujet, c'est fou. Et il sait très bien qu'en écrivant ça, il va y avoir cet impact. Il ne peut pas l'ignorer, d'abord parce que ça s'est déjà produit, et ensuite parce que c'est naturel que ça se produise pour une personnalité comme lui. Et ensuite, c'est assez gênant de constater que ce serait juste du bullshit avec les clauses de sortie en cas de non-deal qui va se prendre. Et malgré tout, même Elon Musk, de mon petit niveau, je me demande comment quelqu'un comme lui, avec sa partie succès, sa partie un peu plus sombre, mais en tout cas quelqu'un comme lui se dirait ouais, finalement je suis OK sur un sujet de fake account, je suis OK pour sortir 1 milliard et faire autre chose, même en ayant potentiellement manipulé le cours avant, à dessein ou pas, mais en tout cas c'est un risque, pour moi c'est un risque qui nuit à sa crédibilité, donc c'est un peu une demi-balle dans le pied, et donc pour moi en tout cas j'ai une vision trouble du sujet, quoi. Je comprends pas la je sais pas où me mettre, quoi. Bah, je pense aussi qu'il y a 3 ou 4 personnes, au fond, qui ont décidé de communiquer sur le fait qu'ils allaient financer le projet. C'est des gros fonds, des gros noms. Je pense ouais, voilà. Donc je me dis, est-ce que eux aussi ils accompagnent Elon dans une démarche un peu farfelue, ou est-ce que c'est je pense que c'est juste sa façon de négocier le prix et potentiellement en partir si vraiment c'est pourri, j'en sais rien. Mais je pense que c'est peut-être une bonne façon. Oui, il y a la dimension macro aussi, parce que les marchés vont pas très bien en ce moment aux États-Unis. Donc, effectivement. Je vois l'heure, il me semble qu'on doit arrêter dans 2 minutes, mais on va quand même... On va quand même donner la parole à Romain. Est-ce que tu peux nous choisir 17 minutes. Non, vous inquiétez pas. Alors, VC, Work et Claire d'Espagne. Pardon, excuse-moi Romain, j'ai pas entendu. VC, Work et Claire d'Espagne. Work, ce sera plutôt Future of Work. VC, ce sera assez large. Claire d'Espagne, je sais pas si ça te parle. Pas du tout. Ok. Je me sens très inculte, mais... Alors, je connais plus exactement son rôle, mais en gros, récemment, elle a dit qu'elle n'arrivait pas à trouver des stagiaires qui voulaient faire 70-80 heures semaine. C'est sympa ce sujet. Ouais, c'est sympa. J'aime bien quand vous prenez toutes les patates chaudes. Moi, je suis un troll de service, donc... du coup, c'est marrant, c'est quelqu'un qui est venu m'en parler au bureau. Swile en plus. T'as vu cette vidéo qui circule effectivement d'une chef d'entreprise qui explique qu'elle trouve ça inadmissible que les gens veulent plus faire des stages et qu'ils veulent absolument être en apprentissage, et qu'elle trouve ça absurde que les écoles encouragent les étudiants à faire de l'apprentissage et pas des stages. Et en plus, il faut les payer plus cher. Quelque chose comme ça. Avec surtout... Le feedback qu'on m'a donné, c'est la première fois que j'ai regardé la vidéo sans le son, la personne avait déjà l'air insupportable et avec le son, ça passe à clair. Bon, non, mais très sérieusement, t'attends quoi toi quand vous recrutez des stagiaires chez Swile? C'est quoi le rôle d'un stagiaire en fait? On a mis beaucoup de temps avant de recruter des stagiaires. Ok. Pourquoi vous avez pris un peu de temps là où d'autres startups? En fait, au tout début, Loïc, il avait vraiment une idée très précise de recruter que des gens qui avaient déjà fait pour aller vite.
Et en fait, l'idée derrière ça, c'est que quand tu prends un stagiaire, c'est d'abord pour lui apprendre des choses. Et donc, ça prend du temps. Et donc, si tu n'es pas prêt à investir ce temps, et en l'occurrence, on avait d'autres choses à faire, tu ne peux pas le faire. À un moment donné, quand tu as passé un certain nombre de jalons, tu as beaucoup plus de maturité pour te projeter là où tu vas aller et le type de stagiaire que tu peux prendre, parce que tu sais que ça va s'intégrer dans l'organisation et tu vas pouvoir créer une carrière chez eux. Et donc, on a commencé, au bout de à peu près 2 ans, on a commencé à prendre des apprentis et des stagiaires qui sont, je crois, tous toujours chez Swile. Okay. Donc, c'est top. Et c'est le meilleur moyen d'avoir des juniors dans l'organisation. Et peut-être des profils différents aussi, non? De corriger des biais. En prenant que des seniors, il y aura peut-être plus d'hommes blancs issus d'écoles de commerce ou d'écoles d'ingé. Par rapport à des juniors stagiaires qui peuvent venir d'autres milieux. Tout à fait. On n'a pas de gros problèmes de diversité. Je ne vais pas te donner de nom, hein, Yacine. Par rapport à d'autres boîtes, on ne fait pas du tout d'entre-soi. Je n'ai pas demandé de nom, hein, mais on n'est pas là pour bitcher sur les gens. Et tu as quand même un biais de beaucoup de gens qui essaient de recruter des gens comme eux. Et nous, on est déjà day one tous très différents, donc on n'a pas du tout entretenu ça. Mais je vois beaucoup de boîtes qui prennent des stagiaires peut-être un peu trop tôt de mon point de vue, ou comme qui est tout le sujet de cette dame, comme de la main-d'œuvre interchangeable. Et ça, moi, je trouve ça juste insupportable. C'était un peu tout le problème de cette intervention. Est-ce que vous voulez rebondir dessus? Je pense qu'on condamne tous cette intervention, mais j'imagine que vous avez tous bossé, chacun d'entre vous avec des stagiaires. Moi, j'ai commencé stagiaire chez TechCrunch. Et t'as jamais bougé, du coup? T'es tout le temps resté là-bas? Ouais. T'es toujours stagiaire. Je suis à ma 18e convention. Et ça va, tu cravachais pas justement en tant que stagiaire? Est-ce que tu étais vraiment dans le rôle de l'apprentissage? Je découvrais, moi j'ai même pas fait d'école de journalisme, donc je connaissais même pas le métier, et au contraire j'ai été mentoré, ça a été super. J'ai été vachement bien encadré, et c'est comme ça que j'ai appris. Et au début, bien sûr que j'étais moins efficace qu'un journaliste déjà installé et qui sait faire son métier. Mais après, je pense qu'on sait aussi que c'est important de recruter des gens avec des profils différents. C'est aussi pour ça qu'on a des stagiaires chez nous. Et de construire une espèce d'école interne de la formation TechCrunch. On s'en sert un peu aussi comme ça, de réfléchir sur les best practices, qu'est-ce qu'on veut enseigner et c'est quoi notre boîte. Et ça nous fait réfléchir aussi, même pour ceux qui ne sont pas stagiaires. Et c'est centre de formation. Ouais. C'est pas justement, enfin je reprenais justement ce dont tu parlais, Romain, donc par rapport à lorsque Loïc a remonté donc sa deuxième aventure, Swile. Est-ce que l'idée justement quand tu prends un stagiaire, notamment jeune et qui n'a pas d'expérience, c'est pas d'avoir quelqu'un de naïf en fait qui arrive dans ta boîte et justement qui n'a pas de... C'est aussi la diversité dont parle Romain. Tu veux pas monter une boîte de boomers, donc si tu n'as que des cadres de entre 35 et 45 ans qui sont entre eux, je parlais tout à l'heure dans la conférence de parisianisme, de boîtes qui ont que un bureau à Paris, tu as la même chose sur l'âge. Si tu ne prends pas en compte... et moi, je vois aujourd'hui donc je suis un boomer, bon an, mal an. J'ai 35 ans. Et il y a des stagiaires chez nous. Ouais. Et j'apprends des trucs d'eux. Tu vois, avec beaucoup d'humilité. Oui, il y a parfois, ils me parlent d'un truc. Je dis, mais c'est quoi? C'est une appli? Non, c'est un foot de course. Et du coup... boomer. Mais j'assume. Et tu vois, si on n'avait pas ça, je passerais à côté de plein de choses. Ouais. Et je suis pas sur TikTok et voilà. Pas encore. Mais il y a des vidéos d'Oussama sur TikTok qui sont reprises. Ah, voilà, faut que j'aille sur TikTok alors. Vous voulez peut-être rebondir dessus Ouais. Rox, Pierre. Du coup, nous, avec nos stagiaires, je pense que beaucoup de nos stagiaires ont fini à Station F. On a proposé quelque chose à la suite de leur stage. J'avais même un de nos premiers...
stagiaire dev qui est passé CTO de Station F pendant 5 ans. On a pris à 19 ans, donc gros pari, mais il a fait un super taf. Et j'ai d'autres personnes aujourd'hui qui sont dans l'équipe de façon permanente, mais parce qu'ils ont commencé en stage. Et après, j'ai beaucoup de personnes qui sont allées dans l'écosystème, qui sont dans les VC, qui ont monté des boîtes. Donc je pense que si je peux avoir des stagiaires qui font soit quelque chose dans l'équipe Station F, soit quelque chose de très impactant dans l'écosystème après, je suis hyper fière de les avoir formés et de leur passage à Station F. Super, merci. Et je crois que tu as le mot de la fin, Pierre. Voilà. Attention. Hein. Pression. Non, je partage totalement. Bon, on est tous en phase. Je pense qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on a été, pour la plupart d'entre nous, on a été stagiaires. Je crois que beaucoup l'oublient, ça, en fait. Quel tard de trouver un stage. Et que même en faisant preuve d'humilité, tu as amené des choses en étant stagiaire et tu peux t'en rendre compte. Et évidemment, surtout, c'est venu dans l'autre sens. Moi, j'ai stage et une partie apprentissage avec celui qui est resté mon mentor, qui s'appelle Nicolas. Je veux dire, il m'a quasiment tout appris. Okay. Et je pense que la bonne idée dans tout ça, malgré tout, c'est que ça reste le premier pied dans le monde professionnel. C'est-à-dire, c'est la première étape. Que ce soit à travers les remarques malvenues de la vidéo dont on parle là, et en règle générale de la nécessité pour les boîtes d'employer des stagiaires, je dis bien la nécessité, ça reste quelque chose qui va apporter à tout le monde, avec la fraîcheur dont parlait Romain tout à l'heure, sur des sujets dont on n'est plus tellement à la page, malgré tout. Je suis la même génération que toi, et en réalité, Romain, il a tout un tas de trucs à transmettre qu'il a accumulés et que ces personnes-là ne trouveraient jamais sans rencontrer des boîtes bienveillantes qui vont prendre le temps. Après, ce qu'on oublie très souvent de dire, c'est qu'il y a la réalité du quotidien. La réalité du quotidien, ta boîte, elle tourne. L'essentiel, c'est d'y consacrer du temps, mais parfois, tu peux pas. Et c'est pas une mauvaise volonté, c'est pas un problème humain. C'est la vie des boîtes comme celles qu'on a démarrées ou dans lesquelles ou qu'on a rejoint qui justifie parfois tout simplement de gérer au jour le jour et pas avoir un programme parfait pour le stagiaire. Mais j'ai pas vu d'énormes déceptions dans tous mes potes qui ont vécu la même chose, qui ont eu des stages ou qui sont eux-mêmes devenus recruteurs. Ouais. J'ai pas vu de choses qui se sont super mal passées. Le sujet rémunération a bien évolué depuis longtemps et normalement maintenant on se rend compte que 8 heures par jour d'un stagiaire ou 8 heures par jour de quelqu'un qui a 5 ans d'expérience, ça reste 8 heures par jour. Ouais. Et il faut en même temps valoriser une expérience aussi d'un côté et de l'autre. Voilà, tout ça doit être quand même plus du bon sens que d'une réglementation ou des choses. Écoute, j'espère en tout cas que ce bon sens atteindra nos auditeurs, nos futurs entrepreneurs et entrepreneurs d'aujourd'hui. Un grand merci pour cette conversation très animée. J'espère que vous avez pris du plaisir. Cool. Moi, j'ai appris plein de choses. Ouais. T'as pris du plaisir aussi? Ouais, j'ai pris du plaisir. Beaucoup. Tous les sujets qu'on n'a pas traités. On se le fait en 7 minutes. Il y a un autre talk dans quelques minutes. Donc, à très vite et merci à tous. Merci beaucoup. Ciao.